Salut à tous et bienvenue dans The Artificial Intelligence Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui imaginent et œuvrent pour que l'intelligence artificielle soit votre amie. En français dans le son, international dans le ton. Une émission accessible également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Avec pour partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale, et Affect Media, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances du marketing. Partenaire opérationnel, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, et HandsUp, votre solution de prospection B2B. Une émission produite au sein des studios de l'école de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forment également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel. Cette semaine, notre thème principal est le suivant, l'impact de l'IA sur la créativité publicitaire. En 2023, les entreprises qui utilisent l'IA pour leur stratégie marketing ont vu leur retour sur investissement augmenter de 30%. Des outils comme DALL-E ou Midjourney permettent de créer des visuels publicitaires en quelques secondes. Par exemple, Heinz a utilisé l'IA pour lancer sa campagne Draw Ketchup, générant des milliers d'illustrations uniques en moins de 24 heures. Cela démontre à quel point l'IA peut démultiplier la créativité tout en optimisant les coûts. Pour parler de ce thème, nos invités cette semaine seront Laurent Alexandre, fondateur de la Comi, Mehdi Lepage, graphiste, illustrateur, motion designer. Mais avant toute chose, place à notre chroniqueur expert en intelligence artificielle, Alexandre Stopnicki, pour le Focus IA de la semaine. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, ta chronique prend un accent, je vais dire, churchillien, puisque tu vas nous évoquer le rideau de fer de l'IA à l'américaine, on va dire. Eh oui, tout à fait. Bienvenue dans l'ère du rideau de fer numérique, qui se construit non pas avec de l'acier, mais avec des octets, des algorithmes et des décisions prises dans les conseils d'administration outre-Atlantique. En ce moment même, des dirigeants de grandes firmes d'IA américaines dessinent des frontières numériques qui nous séparent de la crème de la technologie. Alors, est-ce que tu as des éléments concrets de ce que tu avances ? Mais oui, tout à fait. Si on peut citer par exemple Claude d'Anthropic, qui est une IA de pointe, elle est interdite aux Européens. Ou encore Grok, la création d'Elon Musk, promise à révolutionner le traitement de l'information sur la plateforme X. Et ce n'est pas tout. Google AI Studio, une plateforme cloud qui permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser, de déployer des modèles génératifs basés sur l'IA de Google, nous ferme ses portes. Malheureusement, la liste des interdits s'allonge de jour en jour. Pourquoi cet isolationnisme selon toi ? Alors, il semblerait que la peur des répercussions des règlements européens semble pousser ces titans technologiques à serrer les robinets. Isolez-vous, nous disent-ils, et contentez-vous de ce que nous avons jugé bon pour vous. Étant donné que l'Europe prépare des amendes financières peut-être énormes avec l'IA Act, nous préférons ne prendre aucun risque. Voilà ce qu'ils nous disent. Par conséquent, nous ne donnerons pas d'accès à nos IA. Ce n'est pas simplement de l'exclusion, c'est une invitation ouverte à la stagnation. Alors, mais pourquoi c'est si préoccupant ? On pourrait tout à fait élaborer des IA en Europe. Tu as raison, mais l'accès libre aux IA américaines est important. Il permet de comprendre les innovations, de choisir selon nos besoins, d'encourager une concurrence saine et de se tenir au courant des progrès en IA. Les restrictions imposées aux Européens par ces sociétés américaines limitent nos usages, faussent le marché de l'IA et risquent de brider l'innovation, nous privant de l'opportunité d'explorer et d'utiliser ces technologies avancées. Ne laissons pas la géopolitique filtrer notre accès à l'IA. Réclamons notre droit à l'information et restons toujours insatiablement curieux. La technologie de l'IA en France n'est pas en avance et l'ajout de contraintes ne fera que nous freiner davantage. Alors je vous pose la question, êtes-vous vraiment résolu à vous faire boycotter de l'accès aux IA à cause de nos normes ? Alors j'invite nos téléspectateurs et auditeurs à réagir en commentaire. Merci en tous les cas Alexandre. Place maintenant au débat de la semaine.
Laurent. Bonjour Michel. Bonjour Mehdi. Bonjour Michel. Merci messieurs d'être là pour parler en compagnie d'Alexandre qui m'accompagne sur nos différentes émissions pour parler de l'impact de l'IA et sur la créativité publicitaire. J'aime à dire que vous représentez deux générations de publicitaires puisque Mehdi, tu viens de commencer, on va dire, ton métier de créatif. Hein. Tu as travaillé notamment pour la SNCF. Tout à fait. Et Laurent, on te connaît, Alexandre et moi, depuis pas mal d'années, on va dire ça comme ça, on va pas dire combien. Oui, tu peux. J'ai pas de problème avec mon âge. Et tu as notamment dirigé des entités médias au sein du groupe Havas, notamment. Et il nous a semblé bon de... non pas confronter, mais en tout cas de mettre en face deux visions, une vision d'expérience et une vision plus neuve autour de l'impact de l'IA et de la créativité. Première question, et Laurent, je te demanderai d'y répondre en premier lieu. Comment les professionnels de la publicité perçoivent-ils l'impact de l'IA sur leur travail créatif ? Eh bien, comme on dit d'habitude, c'est une très bonne question, cher Michel. Merci de me l'avoir posée. C'est une question difficile, parce que je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Tu vois, voilà, les professionnels de la publicité, il y en a tellement. Ta perception. Moi, je te dirais, je vais parler de mon expérience déjà, et essayer de la rattacher après à un univers plus large, puisque comme tu l'as dit, j'ai dirigé des agences médias, mais des agences de créa aussi, et avec même de la production et de la production audiovisuelle. Donc j'ai à peu près touché à tout. On a travaillé ensemble d'ailleurs. Absolument, ça vous est arrivé. Absolument. Le démarrage, moi, par lequel j'ai touché l'IA a été triple, en fait. Ça a été, d'un côté, l'arrivée de Midjourney. Donc, je le rappelle, hein, c'est un outil de génération d'images à travers du prompt, hein, donc à travers une requête textuelle pour générer des visuels. À l'époque de la version bêta, donc on est au tout début. L'étape 2, ça a été la création d'Avatar. Et là, tout le monde, maintenant, parle d'une société qui s'appelle HeyGen. Mais si je pose la question, qui connaît le nom original de HeyGen ? Personne. Movio, c'est avec eux qu'on a commencé à travailler à l'époque, donc c'est vers 2022-2023, et puis bien évidemment l'arrivée de ChatGPT. Et c'est un peu l'ensemble de ces trois-là qui va faire que d'un coup, ce qui était inaccessible devient accessible. Pour faire on va parler de travaux basiques avant de parler de grande créativité publicitaire. Pour faire du digital, pour faire un site internet, il fallait faire quoi ? Il fallait appeler un graphiste, idéalement, en tout cas quelqu'un qui savait faire du web design, et un informaticien. Maintenant, terminé, plus besoin, je peux quasiment tout faire tout seul. Si je devais faire de la communication, écrire des textes, donc faire un travail de copywriting ou de rédac, jusqu'à présent, je devais faire appel à un rédacteur. Est-ce que j'ai encore besoin de faire appel à un rédacteur alors que je peux générer du texte grâce à des outils comme ChatGPT. Générer des images grâce, alors là, j'ai cité Midjourney, mais ça peut être DALL-E, ça peut être d'autres outils de ce type-là. Si on commence à rentrer sur la création d'humains virtuels, bon, j'ai évoqué HeyGen, il y en a d'autres, hein, mais à titre personnel, celui que je préfère, donc je parle d'eux, mais on pourrait parler de DID, Synthesia et autres. Et si on va encore plus loin, ça va être la création de films. Et pareil, je reste basique, volontairement basique. Ce qui était long à faire, par exemple, c'était des images des films avec des images de stock. Hein, on a tous expérimenté, je pense, hein, le manifesto pour une marque où on fait la grosse recherche dans les outils à l'époque de Getty. Et aujourd'hui, vous avez des outils comme InVideo.ai qui vous permettent, sur un simple prompt, de vous générer un film entièrement monté avec une voix off scriptée sans aucun problème. On fait de la post-production si on fait de la vidéo. Avant, pour faire de la post-production, il faut être formé à Premiere et aux outils d'Adobe. Aujourd'hui, vous avez une masse d'outils qui est présent, ça est boosté à l'IA. Alors, on peut parler de CapCut, mais sinon, on va parler de même solutions françaises, plutôt comme AIVE, hein. Alors AIVE ou AIVE. Je l'épelle, hein, parce que sinon on peut se tromper. Et d'un seul coup, vous découvrez un outil extraordinaire de montage automatique, de score créatif, etc. Donc, là où tout bouge, c'est que là où, en effet, des spécialistes faisaient le travail, aujourd'hui, on est capable, ou en tout cas les individus, des entreprises sont capables, ou des freelances vont être capables d'élargir leur spectre de compétences. Maintenant, ça c'est le côté sympa de la chose, moi je reste convaincu qu'il faut des experts derrière les outils. Je peux faire un montage, mais je ne le ferai jamais aussi bien qu'un mec qui sait faire du montage. Du son, je peux faire du son, mais à un moment j'atteins une limite de compétences. Rédac, quand je dis à pas besoin de copywriter, c'est pas vrai. On fait du très bon copywriting avec de l'IA si on a été formé par un très bon copywriter et qu'on sait briefer la machine. Donc,
Ça, c'est un petit peu pour faire rapidement et laisser la parole à Mehdi, ma petite vision de vieux pachyderme, à la fois par le poids et par l'âge, de l'arrivée de l'IA dans les métiers de la pub. Merci Laurent. Mehdi, je l'ai dit, hein, tu es très jeune dans le métier, hein, mais tu as quand même déjà dans ton track record la SNCF, pour lequel tu as fait un certain nombre de visuels pour des campagnes internes ou même externes. Tout à fait. Quelle est, toi, ta perception de l'impact de l'IA sur le travail créatif, même si tu ne connaissais pas ce qui se passait avant, donc tu ne pourrais pas nous dire c'était mieux avant, mais au moins de ta perception d'avant et de ce que tu as pu réaliser dernièrement, c'est quoi ta perception? Alors, moi, de mon point de vue, en soi, l'IA, ça rajoute un véritable plus à mon travail, effectivement, sur l'aspect de la créativité, de la rapidité, mais de mon point de vue, ça reste toujours un produit brut. Et on a encore besoin, malgré tout ça, toujours de cette créativité de quelqu'un. Lorsqu'on va faire des vidéos avec l'IA ou ce genre de choses, l'aspect storyboard qui est toujours important. C'est ce que expliquait Laurent à l'instant en disant ok, j'ai ces outils, mais j'aurais toujours besoin d'un monteur qui sache de quoi il s'agit pour faire un bon usage de l'IA. Et moi, dans mon idée, l'IA, parce que je sais que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de collègues à moi, de manière générale, souvent des personnes qui sont parfois plus âgées que moi, qui ne sont pas encore totalement à jour. En fait, je le vois juste comme un outil, un peu comme, au siècle dernier, l'apparition de la PAO, en fait. Pour moi, c'est littéralement ça. C'est le nouvel outil qui va nous permettre de rester dans la tendance, parce que c'est aussi, il ne faut pas oublier que tous les métiers de la création et de la publicité, c'est des métiers où il faut tout le temps être à jour sur la tendance, et l'IA est devenue la tendance actuelle de ces dernières années. Donc ça a commencé effectivement il y a un petit moment avec Nvidia Canvas où on faisait des petits dessins à la brouillon à la paint et ça nous transformait en décor photoréaliste et jusqu'à aujourd'hui effectivement Midjourney ou autre mais je pense que encore une fois il y a quand même besoin d'un spécialiste là-dedans, donc faire des prompt engineers toujours qui auraient besoin d'être spécialisés dans le domaine, que ce soit du visuel ou même de l'écrit pour le journalisme, par exemple. Merci Mehdi, tu veux rajouter quelque chose, Laurent? Peut-être pour rebondir, si on est allé très vite sur les outils, peut-être j'y suis allé très rapidement, volontairement. Si on reprend un peu de recul sur l'impact sur le métier de publicitaire ou d'une agence de publicité, comment on fait de la création? Parce que c'est quand même ce qu'ils vendent au départ, et c'est ce qu'on a quand même moi-même vendu. L'étape 1, elle est quand même le recueil de l'information auprès de l'annonceur, donc le fameux brief. Donc aussi, l'IA va pouvoir aider les commerciaux à élaborer des briefs peut-être plus précis, capables de plus rebondir, peut-être même de mieux préparer leur rendez-vous avec certains de leurs clients. L'étape ensuite est le partage en général de cette information avec le planning stratégique. Et là encore, l'IA va permettre de changer peut-être fondamentalement la façon dont les planeurs strat abordent leur réflexion, puisqu'ils vont avoir accès à une masse de données et avoir des sparring partners avec lesquels travailler. Faire de la synthèse, on a parlé d'études documentaires, voilà, tout ça qui prenait énormément de temps au planeur. Aujourd'hui, normalement, ce temps-là va pouvoir être économisé et peut-être pour un travail de réflexion et de valeur ajoutée plus fort que la simple compilation des études, parfois qui pouvaient se limiter à ça. Une fois que le travail est fait, on rentre dans le brief créatif, si je ne m'abuse. Donc là, on passe à l'aspect du contexte, des objectifs, au saut créatif, normalement, par les équipes de création. Donc là, effectivement, ça va être à la fois le travail du binôme DA et CR, normalement, donc concepteur-rédacteur, et directeur artistique, sous la férule de la direction de création, pour élaborer le concept des campagnes. Donc le DA, s'il ne se forme pas, lui, aujourd'hui, aux outils nouvelle génération, là, il va être bloqué parce qu'il va continuer à travailler, entre guillemets, à l'ancienne, avec un temps qui peut être colossal, alors que sa limite de créativité peut être démultipliée ou effacée s'il est formé par son entreprise à des outils comme Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Fly, etc. Et le concepteur-rédacteur, lui, il va avoir un truc extraordinaire, il va avoir un sparring partner en face de lui qui est... On va toujours l'appeler ChatGPT, mais ça peut être Claude, Gemini, Mistral, le chat, etc. Pour aller tester ses idées et le confronter et avoir des idées de slogans. Alors, pareil, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir faire mieux, peut-être en moins de temps, et avoir encore plus de temps pour réfléchir dans un domaine où on sait que la pression sur les délais
est extrêmement courte. Et après, on refait la boucle, hein, parce qu'une fois que la création est faite, on peut aller la proposer, la vendre, et pourquoi pas même la pré-tester grâce à l'IA, et si on reprend des outils, notamment, que j'ai pu un peu évoquer, comme Ave. Merci Laurent. Alexandre, sur les réflexions qu'ont pu avoir Mehdi et Laurent sur justement la perception de l'impact de l'IA sur le travail créatif, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est de dire qu'on a besoin pratiquement d'autant d'outils, mais ils sont de plus en plus simples, et surtout, une personne peut les utiliser tous. Ça change quand même pas mal les choses. Avant, on était monteur, on faisait du Photoshop, on faisait de l'audio. C'était rare quelqu'un qui était multifacette. Aujourd'hui, grâce aux outils, une personne peut utiliser tous ces outils et avoir une approche différente d'un point de vue créatif. Qu'est-ce que vous en pensez de cette possibilité qui est offerte aux créatifs? Tu veux répondre? Oui, en fait, pour moi, c'est une possibilité qui leur a été aussi imposée. Simplement parce que quand on voit les fiches de poste aujourd'hui, où on est multifacette, enfin en tout cas c'est ce qui est demandé. Mouton à 5 pattes. C'est ça, effectivement, mais l'idée c'est qu'en fait l'IA permet maintenant de répondre à ça, oui. Et de toute manière ça se voit aussi dans les nouvelles générations qui arrivent, qui ont en fait des connaissances sur un peu tous les domaines, alors qu'ils sont plus forcément spécialistes en sortie d'école, mais qui sont effectivement, qui sont capables de faire du montage, de faire de la retouche photo, et savoir un peu du UX, UI design dans mon domaine en tout cas. Et aujourd'hui, l'IA en fait leur permet de pouvoir faire des tâches qui sont très simples, au niveau de l'exécutant, qui leur permet en fait de pouvoir se spécialiser un peu plus aussi. Donc c'est vraiment le multitâche, l'IA sert totalement le multitâche aujourd'hui. Laurent? Bah écoute, je sais pas. Non, pour être sérieux, c'est ce que j'évoquais, c'est que tout le monde peut, ce que je disais, même moi, je fais du montage vidéo. Oui, le commercial, il peut faire tout. Mais je vais être franc. Oui. Je vais être franc. Je fais de la merde. Si on parle de niveau d'exigence publicitaire, Sur le plan qualitatif. ça passe. Hein. Mais je suis pas au niveau de ce que un vrai monteur formé à du montage est capable de faire. Donc tout dépend du niveau d'expectations, d'exigence qui est demandé. Ouais. Niveau des attentes. Donc pour moi, en termes par rapport au niveau de ce que doivent délivrer des agences de publicité au sens large, ça peut pas fonctionner. Ou alors on fait de la création. Alors maintenant, même les IA les ont corrigés, mais on fait de la SF, de la science-fiction sur Midjourney, mais avec des mecs qui ont 3 bras, 2 jambes et 5 mains. Donc, mais ça, c'est une question de temps. Dans 6 mois, tu ne pourras plus me dire ça. Donc, par exemple. Oui, mais après, tu vas passer à l'étape d'après, qui est la qualité réelle du visuel produit. Alors ça, cet œil-là, c'est plus une question de technicité, de prompting. Là, c'est du métier. Bien sûr. Mais on pouvait parler des réseaux sociaux, on n'est pas obligé de parler d'une publicité télévision ou d'une campagne pour de créativité publicitaire, j'ai retenu le mot publicité. Ouais. Voilà. Après, oui, ça dépend du. Voilà, après, pour le reste, je suis parfaitement d'accord. Aujourd'hui, un individu va être capable, pour faire peut-être du management de communauté, d'aller sur ce multitâche. Alors, multitasking. Multitasking. Alors, des anglicismes, mais c'est normal, c'est le secteur. Alors, on en a parlé, on l'a évoqué, on l'a entendu à travers vos différentes réponses. On a commencé à évoquer la thématique des limites. Oui. Et notamment, quelles sont, selon vous, les principales limites de l'IA dans le domaine de la création publicitaire? Laurent? Alors, moi, les échanges que j'ai pu avoir, c'est au niveau utilisation interne, il n'y en a quasiment pas. À part, j'allais dire ce que vous allez peut-être découvrir dans d'autres émissions, c'est les silos, les fonctionnements de groupe. Ouais. D'accord ? Mais d'un point de vue purement métier, si c'est de l'interne, il n'y a pas tellement de limites. Là où le problème commence à se poser, c'est à l'utilisation externe. Et le principal point qui arrive régulièrement est un problème de droit. Quel risque nous prenons, nous, en tant que groupe publicitaire, groupe de communication, à sortir une création pour un de nos clients, créée avec de l'IA? Quel risque juridique on prend à horizon, peut-être 3, 6, 9, 12 mois ou autre, de se prendre un procès sur les droits d'auteur demain? Voilà. Alors, j'ai pas la réponse, et ils l'ont pas non plus. Alors, comme ils l'ont pas, on connaît les niveaux de, pour reprendre d'autres expressions, de compliance dans les groupes. S'il y a risque, je ne le prends pas. Donc, surtout à ce niveau-là, donc je demande à mes équipes de ne pas faire de création qui intègre de l'IA aujourd'hui. Ok. Ah ben, je oui, ne dis pas toutes, je te dis certaines. À l'opposé. Tu peux transformer une image d'IA en ajoutant une patte humaine, ce qui fait que déjà, tu as moins le problème.
Peut-être. Comme tu Moi, parles d'image de photo de stock. je ne suis pas juridique, donc juriste, tu vois, je te dis pas qu'ils ont tort ou raison, je dis, Quand tu j'entends parles ce d'image discours-là. Photo de stock, tu parles bien d'une image. Oui, tu mais ne une poses image pas de cette question. Oui, mais l'image de stock, elle est régie par eStock, elle est régie par Getty, et à partir du moment où l'outil me donne la possibilité d'utiliser, j'ai pas de problème. Mais si c'est de la création, à travers, on parlait de DALL-E, de Stable Diffusion ou d'autres outils de ce type-là, est-ce qu'il y a un risque ou pas? Et aujourd'hui, ce risque n'étant pas évalué ou évaluable, j'ai entendu, en tout cas, pas mal de fois le discours de on ne souhaite pas y aller. On Ça attend la veut pas dire jurisprudence. on attend la jurisprudence en tant que peut-être un meilleur cadre qui fasse qu'on ne s'expose pas. Ça ne veut pas dire que peut-être dans la création effectivement de textes, dont on a parlé de rédaction, de plein d'éléments de la créativité publicitaire, il y ait de l'IA. Mais en tout cas, dans le produit fini, c'est pas ce qui est revendiqué. Ça, c'est le point de certains groupes. D'autres vont te dire, à l'inverse, on y va les deux pieds dedans, et c'est Fred et Farid. Avec AI Imagination, j'arrive jamais à dire, mais c'est pas grave. AI Imagination, voilà, ce sera plus simple. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une initiative qu'ils ont prise il y a près de 18 mois, qui a été de mettre 10 personnes sur la création de visuels sur des outils comme Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, pour maîtriser complètement la création d'actifs numériques générés par de l'IA, à un niveau de créativité et de qualité très élevé. Pourquoi? Pour maîtriser l'outil et être capable de dire à leurs clients, demain, on peut vous faire des visuels de très haute personnalisation, de très haute créativité, bien évidemment à moindre coût, ou qui soient enfin réalisables. Alors je vais prendre un exemple. Je m'appelle Louis XIII, alors à consommer avec modération, et ce que je veux, c'est créer un visuel où les Japonais trinquent à la signature du contrat au Louis XIII dans des bureaux à Tokyo. Et je veux des Chinois qui font la même chose en Chine, à chaque fois dans les secteurs et dans les marchés. Vous connaissez tous les coups, demain il faut shooter ça, c'est inimaginable. Avec les initiatives qu'ils ont prises, ils sont capables de faire ce genre de choses. Donc la limite, elle est aujourd'hui, telle que moi je la comprends, elle est plutôt juridique, elle a l'utilisation des outils, elle n'est pas monétaire, elle n'est pas financière, elle est bien évidemment de, choisir... régler ce problème-là, et après, il y a une vraie question sur quels sont les outils, effectivement, qu'on implémente, et pourquoi on les implémente dans le cadre de notre stratégie globale d'entreprise et de créatifs publicitaires. Donc, nos limites opérationnelles, mais limites juridiques, si je devais résumer. Ouais, c'est pas la moindre dans nos domaines. Non, c'est clair, surtout quand on travaille pour des grands groupes, ce qui a été ton cas, et j'imagine encore aujourd'hui. Merci Laurent. Mehdi, toi, ton avis sur les principales limites de l'IA dans le domaine de la création publicitaire? Alors déjà, pour rebondir effectivement sur le côté juridique, ayant travaillé aussi pour SNCF, oui, il est vrai que les grands groupes sont un peu frileux, simplement parce qu'aujourd'hui, on a le droit, mais qui dit que demain, effectivement, il ne va pas y avoir une législation qui va commencer à beaucoup plus cadrer les choses, et à dire que d'un seul coup, tout ce qu'on a vendu est caduc, et qu'on n'a plus le droit dessus, ce qui est vraiment l'un des soucis. Après, à titre personnel, quand moi je le fais avec des clients quand je suis en freelance, pour moi le souci c'est plus l'aspect produit brut. En fait, la limite de l'IA pour moi c'est que aujourd'hui, donc on a extrêmement bien avancé en termes de rendu, que ce soit en termes de rendu d'image fixe ou vidéo. Mais la limite, elle est que il y a toujours cet aspect en fait de petite erreur présente dessus, déjà sur les émotions. La preuve étant, c'est que l'image peut être quasiment parfaite. Nous, même pas quelqu'un qui est créatif en soi, mais un spectateur moyen va ressentir qu'il manque cette micro-expression et qui donne cet aspect étrange à l'image. Et au-delà de ça, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a quelques temps, il y a eu une génération d'une femme qui marchait dans des rues type asiatiques la nuit à Tokyo, où à première vue ça a l'air bien, ça dérangeait les gens, puis d'un seul coup on se rend compte que finalement c'est que les jambes bougeaient pas normalement, elles arrivaient à se téléporter l'une devant l'autre comme ça, et en fait pour moi c'est ça la limite, c'est que pour l'instant il a une bonne compréhension globale, l'IA, lorsqu'elle génère quelque chose, en tout cas pour tout ce qui est visuel. Mais lorsqu'on rentre sur du détail, et forcément pour nous ça a l'air anodin, mais finalement c'est directement un problème pour nous, qu'on soit dans le métier ou spectateur de ça. Pour moi c'est réellement aujourd'hui sa limite. Après, vu l'évolution que ça a, je pense que d'ici quelques années ce problème-là n'existera plus,
Parce que il y a 1 an ou 2, personne n'aurait pensé pouvoir commencer à vendre directement les images des IA ou les vidéos des IA. Donc sur l'aspect visuel, les limites, c'est qu'une question de temps. Sur l'aspect juridique, effectivement, j'attends aussi de voir, impatiemment, parce que c'est aussi mon avenir. Hein. Il commence à y avoir les premiers arrêts de droits d'auteur liés à l'IA. Ouais. J'essaie de me rappeler du nom du cabinet, donc je ne vais pas le citer sans que je dise de bêtises. Mais je l'ai lu sur LinkedIn, donc Maître Tripet, Amélie Tripet, qu'il avait posté donc, au niveau européen. Mais le sujet étant, oui, de quoi s'est nourri le modèle pour faire la création. Donc si quelqu'un dit demain, je reconnais ma patte, finalement, vous avez utilisé ma patte pour faire une création. Et c'est ça leur principal sujet. C'est clair. Alexandre. Ouais, Adobe a justement une approche assez particulière sur ce Absolument. sujet, puisqu'eux, ils ont décidé de ne jamais utiliser des images dont ils n'ont pas les droits pour entraîner leurs IA. Donc, Et c'est pourquoi d'ailleurs ça existe déjà. Quel est l'outil pour le raison que tu es en boosté train à l'IA Bien sûr. qui est utilisé dans la quasi-totalité des groupes de communication et d'agences de publicité? Adobe Bien sûr, Fly, Firefly, etc. mais c'est pour ça. Mais le défaut, soyons honnêtes, c'est que les images résultantes de cette IA ne sont pas à la même qualité que ce qu'on voit aujourd'hui sur celles qui n'ont pas été entraînées aussi sereinement et avec des images libres de droit. Il y a encore une différence. Il va falloir progresser là-dessus. C'est pour ça que je dis, un des points est vraiment, nous on l'utilise beaucoup pour faire les moodboards, on l'utilise beaucoup pour faire les manifestos, on l'utilise beaucoup pour le maquettage, pour le craft, Bien sûr. etc. Mais quand il va s'agir de franchir le cap d'après, on va revenir à un process plus... Et il y a des IA qui s'entraînent uniquement pour créer des images sur lesquelles elles vont entraîner d'autres IA de façon à ce qu'effectivement au bout de 3 ou 4 cycles, si tu veux, les images elles appartiennent vraiment à la technologie, quoi. Donc c'est aussi ça. Et par contre, d'après ce qu'on dit en tout cas, les images sont libres de droit, donc elles appartiennent en fait à tout le monde. Donc si tu ne rajoutes pas ta patte humaine dessus, tout le monde a le droit d'utiliser l'image qui a été générée par une IA, même si c'est toi qui as fait le prompt. Il y a ce débat-là qui existe déjà. Ah oui, mais je te dis, moi je rentre pas dedans parce que c'est un débat de juristes et j'ai été à la DMA, donc à la Data Marketing Association, avec des débats absolument palpitants sur le sujet au Palais du Luxembourg il y a quelques mois. C'est vraiment un sujet qui, perso, me dépasse. Donc faut attendre, je laisse les gens décider de où ils veulent aller et où ils veulent prendre un risque. Moi, je ne peux pas leur pousser à... Il est urgent d'être patient. Il est urgent d'être patient. À côté de ça, on peut utiliser des outils qui sont, eux, boostés à l'IA pour aider à faire le travail. Voilà. On en a parlé. Des outils de montage, des outils peut-être de création d'images, mais qui fonctionnent sur d'autres types de modèles, comme Sealab, S-E-E-L-A-B, créé par des Français. Hein. On en a parlé Dave, on en a parlé Mistral. Donc, un des cofondateurs de Miro. Là, vous avez un outil extraordinaire qui, pour l'instant, est gratuit, de génération d'images, et qui répond à pas mal de besoins de marques, justement, dans la qualité de la production et dans le respect d'une charte graphique. Mais si on revient au métier d'agence que j'évoquais tout à l'heure, il y a plein d'utilisations quand même déjà aujourd'hui qui vont faire que, de toute façon, les métiers sont en train d'évoluer en interne. Bien sûr. Même si aujourd'hui, l'effet externe n'est pas encore aussi majeur que ce qu'on voudrait, à part peut-être les exemples que Michel va nous demander d'évoquer, ou toi-même. Merci de faire cette transition, Laurent. Effectivement, parce qu'on a donné, et tu as donné notamment beaucoup d'exemples en termes de technologie. Merci aussi de citer ces IA, parce que c'est un moyen pour moi et pour ceux qui nous écoutent de prendre note et de s'exercer sur ces différents outils. Tu as évoqué Miro ou Ave tout à l'heure, par exemple. Mais on va revenir sur les campagnes. Sur ce que vous avez vu dernièrement, quels sont les exemples les plus réussis? Et Mehdi, tu répondras en premier lieu et Laurent juste après. Quels sont, Mehdi, pour toi, les exemples les plus réussis d'utilisation d'IA dans les campagnes publicitaires? Alors, pour moi, il y a 2 types d'exemples que j'aimerais bien citer. Effectivement, le premier, c'est l'exemple qui va parler en fait, à énormément de monde, qui est celui de McDonald's. Qui est extrêmement connu, où en fait c'est littéralement lors de l'explosion de ChatGPT, sa communication a été de demander à ChatGPT quel est le burger le plus connu. Tout simplement pour expliquer sa renommée, parce qu'il a répondu tout de suite c'est le Big Mac, et leur communication était littéralement de montrer en fait la réponse en train de se créer. Et pour moi ça c'est une très bonne manière de communiquer. Alors oui, elle est assez simple, efficace, et c'est une très bonne fonction de l'IA, et je pense que personne ne leur tapera particulièrement dessus là-dessus, dans l'idée. Et sinon... C'est ce qu'ont demandé les concurrents aussi. Ils ont tapé autre chose, les concurrents. Oui. Et ils ont demandé quel était le plus gros burger. Et ils sont censés sortir autre chose que, justement, la marque de McDo. Donc c'est assez amusant, ça. Oui, mais en fait, encore une fois, c'est là pour le coup, pour leur question,
c'est comment formuler la question pour l'IA. C'est une très bonne manière de le faire. Ils l'ont très bien tourné aussi. C'est que pour quelqu'un qui s'y connaît pas, il se dit d'accord, donc si je demande quel est le meilleur burger, ça va me dire Big Mac par rapport à une base de données immense. Donc pour les gens, c'est entre guillemets une vérité. Parce que faut le dire, aujourd'hui, ChatGPT c'est devenu un peu le Wikipédia actuel. Pour ne pas dire l'oracle. C'est vrai que pour certains, un peu. Sinon, effectivement, on a donc ensuite d'autres catégories qui sont plus créatives et qui montrent beaucoup plus l'aspect IA que l'on connaît donc visuellement. On a Coca-Cola avec sa communication Masterpiece, où on voit justement ce mélange donc dans une scène où on voit une personne dans un musée, effectivement, et on voit cette bouteille de Coca-Cola qui traverse en fait toutes ses œuvres, et donc le tout généré bien sûr grâce à de l'IA pour le coup, retouché malgré tout un peu par l'humain, mais ce mélange pour moi il est assez bien fait, parce qu'on est pile dans ce qu'il faut pour que ce soit pas dérangeant. Justement, les exemples que je disais, que je donnais tout à l'heure en disant oui c'est dérangeant parce que il y a ce petit détail qui est anodin mais qui pour nous est marquant, étant cette fois-ci sur des créations des peintures impressionnistes ou ce genre de choses. C'est pas forcément si marquant, sachant qu'en plus ils sont revenus un peu à la main dessus, donc c'est pas si marquant et ça marche assez bien parce que ça nous permet l'IA leur a permis en l'occurrence, et nous aux spectateurs, de voyager rapidement dans ces univers tout en les mettant en avant bien sûr. Et puis la marque de beurre de cacahuète Gary & Barry's qui a eu en fait une publicité littéralement entièrement en IA, donc via Midjourney, Runway pour l'aspect vidéo, et Topaz IA pour améliorer le visuel, parce que forcément à l'époque où ils l'ont fait, les IA créaient des images d'une résolution trop basse, donc il faut bien créer des pixels, et pour créer des pixels, quoi de mieux que l'IA aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment un bon exemple parce que, en fait, ils ont pris les visuels, ils ont mis un style qui est le visuel le plus connu par le grand public des IA génératives, c'est montrer une sorte de semi-réaliste avec encore quelques défauts. Et pour moi, c'est des très bons exemples parce que c'est vraiment, on se sert de cette technologie et en même temps, on surfe aussi sur la vague de l'IA pour le vendre à notre public. Comme ça, on est tendance et dans l'actualité. Pour moi, c'est vraiment des très bons exemples. Merci Mehdi. Laurent, que ce soit en publicité ou en contenu, est-ce que tu as des exemples pour revenir un petit peu sur ce que dit Mehdi, je crois qu'on en parlait avec Alexandre tout à l'heure, le cas Atier, qui je crois a gagné la Nuit des Rois en 2023. Ce que je trouve intéressant dans ce type de campagne, je crois que c'est l'agence Brainsonic qui l'a fait. Exactement. Pour Becherel en fait. Pour Becherel, absolument. Mais j'allais y venir, tu m'as enlevé le mot de la bouche. Mais c'était pour t'aider en fait. Comme on parle du Becherel, c'est normal que tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais non, mais tout ça pour dire, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces campagnes-là, ou dans cette campagne-là, c'est comment je rebondis sur une innovation qui est l'IA pour jouer sur ce qui est mon produit. Et la campagne, elle jouait principalement sur l'importance des mots dans le prompt. Pas nécessairement dans le visuel, tu vois, qui est créé par l'IA. Parce que l'idée, c'était un enfant jouant avec un cerf-volant, et le visuel produit, c'est un enfant avec un cerf-volant. Okay. Et pas un cerf-volant. Mais l'animal, en fait, au lieu l'animal au lieu du jouet. Donc, ça, je trouve que créativement, c'est super malin. Est-ce que l'idée vient de l'IA ? C'est ça qui serait intéressant. Je ne suis pas sûr. Tu vois, je pense que l'humain a créé l'idée de rebondir sur cet ensemble-là. Dans d'autres exemples de campagne, ça a été aussi revendiqué comme utilisant l'IA, je pense, pour promouvoir le fait que l'agence était hyper connectée, en lien avec l'innovation. Mais en fait, celles qui le font vraiment ou qui l'ont vraiment utilisé, est-ce qu'elles le revendiquent ? Je me pose la question. Pas toujours le cas. Parce que pareil, il y a un côté d'acceptabilité client qui serait peut-être pas clé. La phrase exacte avec Becherel, elle était canon. C'était « Grâce à l'IA, on peut créer des images avec des mots. En cours, faut-il avoir les bons ?» Ça, c'était très magique, en fait. Parce que les prompts, les mots, on comprend l'association avec l'IA, et on voit que si on n'a pas les bons mots, donc c'est le Becherel, eh bien, on s'en sort pas.
Tout à fait. Et alors, un des points, si tu veux, qu'on voit aussi dans les créations, c'est souvent l'utilisation de la technologie du deepfake. Ouais. Donc d'animation, alors soit de ce qu'on appelle les talking avatars, alors talking photo, avatar parlant, on va essayer de trouver tous les mots possibles. Et il y a pas mal de campagnes qui ont été faites comme ça sur ce sujet-là. Alors, je crois qu'il y en a une au Danemark aussi. Donc j'ai à peu près oublié le contenu exact, mais je vous invite à les regarder. Et puis une agence qui a capitalisé là-dessus de façon, à mon sens, extrêmement intelligente, c'est le groupe Publicis au moment des vœux de 2024 par Arthur Sadoun et Maurice Lévy, où ils ont totalement mis en scène des avatars parlant multilangue, l'hyper-personnalisation des messages, au-delà du message global qui avait été envoyé à l'ensemble du marché, à chacun des collaborateurs. En tout cas, c'était la promesse qui avait été faite. Et donc, en illustrant comment la technologie de l'IA permettait d'aller vers des messages extrêmement sophistiqués, réalistes, alors que fake, enfin fake au sens faux. Bien sûr. Oui. Pas autrement, et multilingue. Voilà. Et donc de dire, nous, chez Publicis, on a déjà intégré toute cette technologie à votre service, que ce soit en communication relationnelle ou en termes de créativité publicitaire. Merci Laurent. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose Oui, il y a une campagne Alexandre aussi qui ressemble à ça. En fait, les problèmes aujourd'hui, c'est qu'on joue sur les défauts des IA souvent pour utiliser la campagne publicitaire. On n'utilise pas encore l'IA pour créer toutes les visuels, on utilise le défaut. Et il y en a une qui est géniale, c'est la campagne justement Ketchup pour Heinz, et c'est l'agence Racing qui a fait ça. Et elle a écrit, comme les humains, l'IA préfère Heinz. Parce que quand on fait un prompt en demandant « fais-moi une bouteille de ketchup », et ben on a une bouteille de Heinz qui apparaît nativement. Donc c'est assez génial aussi comme idée créative en fait, pour jouer sur les codes et sur la réalité de ce que font les IA. Ben merci en tout cas Alexandre pour cet exemple additionnel. Merci Mehdi, merci Laurent Merci Michel d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'impact de l'IA sur la créativité publicitaire. Bon, on pourra en parler des heures, mais en tout cas merci d'en avoir parlé pendant 30 minutes. Très bonne fin de journée à vous. Merci. Merci. Ainsi s'achève notre émission principalement consacrée à l'impact de l'IA sur la créativité publicitaire, un programme accessible également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale. Et merci également à Affect Media, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances marketing. Merci à nos partenaires opérationnels, CheckSub, spécialiste du sous-titrage via l'IA, et HandsUp, votre solution de prospection B2B. Une émission produite au sein des studios de l'École de journalisme et de communication ISCPA, Institut supérieur des médias, qui forme également de futurs productrices et producteurs de contenu audiovisuel.